Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 avril 2024. Nous recevons aujourd'hui Esther. Alors Esther a un parcours à la fois de métropole française et des Antilles, en l'espèce de la Martinique, d'où là où elle est née, et elle a fait donc des allers-retours entre la Martinique et la France. Esther vient d'une famille peu aisée mais aimante. Et elle a été envoyée en métropole pour faire une carrière de type fonction publique. C'est une personne brillante et donc elle est bien classée dans les concours. Là, on est au début des années 90 en France, dans le concours du ministère de l'Intérieur. Elle va se retrouver bien classée, mais elle n'aura pas la place qu'elle aurait dû mériter parce que quelqu'un d'autre va l'avoir. Et ça va se reproduire tout le temps. Il y a un fil conducteur, c'est qu'à l'intérieur de cette fonction publique, elle va être victime d'un harcèlement de plus en plus violent, de moins en moins dissimulé, et qui se terminera, comme toujours, par un enfermement social, une paupérisation, une fragmentation avec la famille, organisée également, et bien entendu l'apparition d'armes électromagnétiques, aussi bien en Martinique qu'à Paris. Ce n'est pas exactement les mêmes bandes. À Paris, nous savons que ce sont des militaires, bien entendu des militaires crapuleux. On le rappelle, et je le rappelle, que le fait de s'attaquer à des civils devrait les amener dans une société normale devant un peloton d'exécution, ce qui me fait penser d'ailleurs à l'ambassadeur de France au Cameroun. Donc, nous allons commencer par le commencement. Esther, j'ai résumé vraiment très rapidement votre vie. Nous allons reprendre point par point. Vous voulez raconter un petit peu cet événement, donc déjà fondateur, à peu près en quelle année il s'est passé, ou bien classé, vous n'avez pas eu la place que vous auriez méritée. Eh bien, en 2009, j'ai été arrêtée pour harcèlement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin du travail m'a dit, sortez de l'administration, vous êtes harcelé dans le service. La chef de service m'a témoigné aussi, m'a confirmé. Je vous exhorte, le médecin du travail, à sortir de ce milieu et de me mettre en arrêt. Allez voir votre médecin pour avoir un traitement spécialisé. Et le médecin que j'ai vu, qui me connaît depuis des années parce qu'il connaissait mon problème de harcèlement et il savait que je n'avais aucun problème psychiatrique, que j'étais bien, il avait recommandé à ce que je change de service. Ça ne s'est pas produit. Le médecin me dit, quand il me dit, je viens de lui voir en lui disant, le médecin de prévention me demande d'aller dans un truc spécialisé. Il me dit, vous n'allez pas aller en psychiatrie, c'est pas votre place. La psychiatrie est trop lourde pour vous, Madame Daclina. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle veut que vous y alliez. Alors, il ne m'a pas donné de papier, donc je suis restée chez moi avec un petit antidépresseur. Et le médecin du prévention m'appelle par derrière pour me dire, Madame Dacuna, vous n'avez pas, comment, votre médecin, j'ai eu votre médecin, mais il m'a dit qu'il n'est pas d'accord que vous alliez en centre spécialisé, etc. Alors, elle me dit, allez-y, allez-y, je vous exhorte à y aller. Vous n'avez pas quelqu'un pour vous accompagner au centre de Sainte-Anne pour vous faire diagnostiquer, pour voir? Et puis, il n'y avait que ma fille, c'était l'année de ses 20 ans. Donc, j'ai obéi au médecin du travail par téléphone. Alors, forcément, elle a contredit ce que mon médecin a dit, traitant qui me connaît bien avant elle, et elle m'a exhortée par téléphone. Donc, j'ai été soumise. Psychologiquement, j'ai été, mais je fulminais. Hein. Je n'étais pas contente. Hein. J'ai commencé à dire toutes sortes de bêtises en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi on m'emmène là? Et puis quand je suis arrivée je suis arrivée vers 14 heures, je suis pas sortie là avant 20 heures. Je dis pourquoi ça prend du temps pour me faire expertiser, etc. Et puis quand qu'est-ce qu'elle a marqué? Pourquoi ça a failli? Parce qu'un jour elle me demande, est-ce que vous avez eu l'idée suicidaire? J'ai dit non, j'avais pas l'idée suicidaire. J'ai dit simplement, tellement que je n'arrivais pas à dormir avec toute cette pression qu'on me mettait, je voulais prendre le comprimé penser à prendre tout ce comprimé pour pouvoir dormir, tous ces antidépresseurs. Rien que ça, elle a jugé que je devais aller dans un truc spécialisé. C'est pas possible. Et finalement, ils m'ont gardé. À 20 heures, ils me disent, ah,
on va vous garder, puis on va vous transférer à l'hôpital. Je dis, ah bon? J'étais choquée. Finalement, je n'avais pas le choix que d'obéir. Ils m'ont préparé l'ambulance de Paris pour m'emmener jusqu'à l'hôpital à côté de mon domicile. Et qui Et était qu'est-ce qui s'est quel hôpital? Lagny-sur-Marne. Mhm. Donc, de Paris, centre de Sainte-Anne à Lagny-sur-Marne. C'est Quand ça. je suis arrivée là, en ambulance, ma fille m'a accompagnée, l'infirmière qui vient me chercher, je lui dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je lui dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Ah, il m'a répondu, madame, on va voir demain si vous sortez. Je ne suis pas sortie, hein. Ils m'ont Mhm. pris, j'ai tout dit ce qui s'est passé au travail, j'ai tout dit. On m'a demandé de poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? Ah, mais la secrétaire me dit, on va voir si vous sortez demain. Je suis restée 2 mois. 2 mois. Mhm. J'ai pleuré. À un moment donné, j'en avais marre, je m'ennuyais là-dedans. Oui. Une petite pause, donc, si vous voulez bien, Esther. Donc, vous avez sauté des années 90 jusqu'à 2009. Bon, j'avais résumé à gros traits. Ce harcèlement, je vais le dire maintenant très clairement, nous l'avons analysé avant cette émission. Il a commencé donc dans les années 90 avec cette promotion qu'on vous a empêché d'obtenir selon le grade auquel vous étiez classé. Et la personne qui l'a eu, et vous l'aurez après dans tous les passages de la préfectorale, ce sont des relations très curieuses avec quelque chose que j'évoque toujours, c'est la franc-maçonnerie. Je voudrais juste vous demander de mettre un tout petit peu sur pause la psychiatrisation abusive dont vous avez été victime. Je vais d'ailleurs moi-même en parler à l'Ordre des médecins où je suis invité dans 2 jours, Yeah. puisque ça n'est pas réservé à la France. Mais j'aimerais quand même que vous reveniez un tout petit peu en arrière et nous raconter cette curieuse scène où tous les préfets sont rassemblés. Et puis, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, comme ils étaient en réunion ce jour-là, au moment où il devait y avoir le comité de rédaction à 15 heures, ils ont décidé d'annuler. On était tous debout là. Eh ben, non, 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 il n'y a pas de réunion. On a annulé. Donc, nous sommes retournés à notre bureau, nous, les 2 femmes, dont la veuve de préfet. Et c'est un collègue, c'est un membre du comité de rédaction qui venait nous rapporter les choses contre nous et qui nous soutenait moralement, qui nous a dit, c'est à cause de ça qu'on a décidé, à cause de vous, ils ont préféré ne pas faire comité ce jour-là. Donc, Et c'est ça, on est quand même devant quelque chose d'assez énorme. Voilà, toute une réunion de préfets. Donc, le préfet, on sait que ce sont des robots obéissants au pouvoir, c'est la caricature même de cet État abominable. Ce sont des gens aux ordres. Et bon, je n'hésite pas à le dire que la préfectorale est complètement infectée de franc-maçonnerie. Une des plus belles fleurs ayant été récemment le préfet de Paris, Didier Lallemand. Je ne suis pas convaincu que le suivant n'en soit pas non plus, mais on voit ici qu'ils sont prêts pour vous mettre de côté dans une réunion où ils sont là tous rassemblés. Ils préfèrent encore que cette réunion ne serve à rien plutôt que de vous servir à vous pour montrer que vous n'êtes rien. Et c'est vrai. Et c'est ce jour-là que je suis, entre guillemets, tombée. Je me suis retrouvée à prendre la navette pour partir à Nélaton pour être reçue par la personne qui avait l'ordre de me recevoir, la DRH, qui me harcelait pendant 2 mois pour me dire que si vous ne partez pas, vous allez perdre votre salaire. Et cette femme m'a reçue. Et c'est de là qu'elle a reçu le numéro de téléphone, quelqu'un qui l'appelle au téléphone, et elle répond devant moi, oui, elle est bien là. Donc j'avais compris. Et puis effectivement, c'était fini pour moi. 3 jours à pied. Il fallait qu'on me retrouve un poste. Et le poste, j'ai retrouvé un poste dans notre service. Pendant ce temps, c'est là que j'attendais mon 3e enfant. Et bien, comme j'ai profité de cette période-là. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Avant de dire que je prends un congé parental, ils m'avaient déjà remplacé dans le 2e poste. Le poste que c'est là que maintenant, je vois quand vous me dites qu'on cherchait me remplacer à chaque fois. Effectivement, j'avais pas vu cette subtilité-là. J'étais en arrêt, en congé maternité. J'ai pas dit que j'allais prendre un congé parental tout de suite. Il m'avait déjà remplacé en congé maternité. Donc, du coup,
J'ai pas pu reprendre mon poste, j'ai pris un congé parental, ça n'a pas duré longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que j'ai réussi dans l'administration à ne pas avoir de salaire? On a réussi à ne pas me donner de salaire. Et puis finalement, ben, j'ai été obligée de reprendre mon travail au bout de 3 mois de congé parental. Donc j'ai repris mon travail. On m'a refourguée. Quand j'ai repris mon travail, je redemande un poste. On m'a mis dans le centre de sécurité sociale, mais en pensant que pour moi, le poste, je devais être secrétaire du directeur de la Sécu. Non, j'étais choquée. Je me retrouve à être à ranger des dossiers, à classer des dossiers, et j'ai pas compris. Ça, J'ai pas un harcèlement au travail d'anthologie, évidemment. Euh, mais je voudrais quand même appeler l'attention de l'auditeur sur le fait que vous travaillez à la fonction publique, mais au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est évidemment un ministère clé qui doit être tenu uniquement par la franc-maçonnerie, de haut en bas. Et tout élément étranger, c'est-à-dire non corrompu, comme vous par exemple, doit absolument être impitoyablement éliminé. Le ministère de l'Intérieur, c'est celui qui dirige les organes de sécurité. Ça montre bien que depuis déjà une trentaine d'années, le pouvoir, soi-disant démocratique, a déjà joué la carte de nous allons établir un régime totalitaire, nous allons exclure des organes de décision, de répression, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, toute personne qui n'appartient pas à notre cénacle à serment et à secret. Voilà. Voilà le destin qui vous sera fait. C'est triste pour moi parce que moi, je n'ai pas de problème avec les gens, l'humanité. Je n'ai pas de problème avec l'humanité. Je n'ai pas de problème avec les gens. Faites ce que vous voulez, mais n'attaquez pas les gens avec qui vous n'avez pas de problème. C'est pas normal. Et donc, Oui, vous en prie. oui. Et donc, beaucoup de hauts fonctionnaires m'ont fait des compliments devant moi. Mais des fois, à un moment donné, je me suis dit non, il faut pas qu'il. On n'arrêtait pas de dire devant. Parce que c'est avec une seule collègue que ça a commencé mon problème de harcèlement. Une petite collègue. Et comme elle avait la personne, le haut fonctionnaire avec qui euh, on me reprochait mon comportement il y a 20 ans, eh ben, ils étaient bien ensemble. Ah ben, voilà. Et c'est comme ça que ça C'est a commencé. émouvant. Oui, oui, c'est Et émouvant. mon ex-époux a été mêlé à ça. Écoutez bien, mon ex-époux, donc, parmi les 4 personnes dont on me reproche le comportement aujourd'hui, mon ex-époux figure parmi la liste. Et c'est mon ex-époux qui a comploté avec ses collègues de travail, les 2 femmes, qui ont fait que ce haut fonctionnaire m'a fait un scénario qui se ramène à quelque chose que j'ai vécu dans la famille avec mon ex-époux. Donc, c'est la nourriture. Ils ont utilisé la nourriture pour faire croire que je dis que les gens veulent m'empoisonner et que j'ai jamais pensé ça. Comment me fait-il, il me pose une question sur mes enfants, ma vie privée personnelle, très intime, pour me remettre un gâteau au bout de 10 minutes. Il me questionne pendant 10 minutes pour me donner un gâteau. C'est normal, ça? Pas vraiment. Alors, c'est ce que j'ai dénoncé à la médecine du travail. Et aujourd'hui, on veut me faire croire que c'est ce comportement-là qui me coûte aujourd'hui cher. C'est vrai d'une certaine façon, parce que vous avez eu le mauvais goût de survivre. Donc, bon, évidemment, je n'ai pas beaucoup de questions sur votre ex-cher époux quant à son appartenance directe ou indirecte au groupe que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense pas. Le problème, c'est qu'il a comploté et il y a des témoins. Les collègues, les femmes collègues l'appelaient du travail, du poste du ministère de l'Intérieur, pour lui parler de moi. Et Oui, effectivement, c'est de là que ça s'est alimenté. Et oui. lui, il a raconté les problèmes à la maison avec moi et que elles ont compris que c'est ça qui va faire leur. D'accord, d'accord. Donc il a été on peut dire un idiot utile, un instrument Oui, docile dans dans vos problèmes. tout Mais à ça, fait. parce que déjà à ce stade-ci, on voit le harcèlement au boulot, on voit le harcèlement familial. Ce harcèlement est devenu maintenant la psychiatrie, puisqu'il y a une psychiatrie abusive qui vous est destinée et qui fait partie du tableau 3 fois, habituel 3 fois, trois 3 fois. fois, 3 fois. 3 fois. Donc voilà, donc c'est tout ça est assez clair et c'est vraiment
votre récit est un récit d'anthologie de personnes ciblées, hélas, hélas. Et quand vous sortirez de psychiatrie, donc nous sommes à peu près en 2009, les histoires vont continuer à se corser pour se durcir véritablement en une dizaine d'années. On dira déjà d'emblée que c'est vers 2020, on va dire, que les choses ont pris une tournure, alors là, beaucoup plus agressive. C'est ça. C'est à partir de 2020 que ça a été agressif, puisque j'ai pu m'échapper de Saint-Martin, de tout ça. J'ai dit, bon, je quitte Saint-Martin. J'ai pas quitté mon travail, mais j'ai tout abandonné, le logement, tout. Et pour moi, j'ai demandé à travailler à la préfecture de la Martinique. Et puis, effectivement, ben, ça n'avançait pas. Et puis, je me suis retrouvée à être remise en. Ils ne voulaient pas me reprendre parce qu'ils ont fait l'erreur de ne pas me reclasser. Parce que voilà l'erreur qu'ils ont commis dans le dossier. Ils ne m'ont pas reclassé, proposé de reclassement. Normalement, l'administration est obligée de proposer un reclassement avant de mettre en invalidité. Et ça, les textes le disent. Et c'est ça ils ont passé au-dessus. Effectivement, c'est parce que les attaques, et je le dis bien, avec les attaques aux ondes électromagnétiques en même temps, ils faisaient tout pour que je ne sois pas, C'est ça. voilà. J'ai compris. En capacité de défendre. Mais on peut faire un tout petit retour en arrière. Entre 2009 et 2020, vous allez quand même avoir du harcèlement de rue. Vous pouvez un peu nous expliquer, parce que l'histoire où quand vous allez vous baigner, vous avez de la compagnie, c'est quand même assez... En 2010, c'était 2010, hein, la psychiatrie, puisque c'était 2 mois. 2010, je me suis Oui, trompée, c'était 2010. Et j'ai commencé, déjà, là où j'ai commencé à voir que je suis suivie, c'était 2010. 2000, oui, un jour, en 2010, j'ai vu une voiture noire, une berline noire. Ça m'a intriguée à côté de l'Élysée. Une berline noire qui s'arrête à mon niveau et et je vais vers lui puisqu'il s'arrête pour moi à mon niveau. Eh bien, quand je me suis approchée, il a démarré en trombe. J'ai compris tout de suite. J'ai dit, c'est pas possible. Eh bien, à partir de ce moment-là, je voyais que les choses ont continué. Et puis, un jour, en 2017, j'ai eu vraiment la preuve que j'étais suivie. C'était une journée où je ne travaillais pas. Je vais devant chez ma fille, je vois un homme noir, mais des voitures de luxe, hein, toujours. Hein. Je vois qu'il est stationné. J'avais rendez-vous chez ma fille ce matin-là. Je vois qu'il est stationné en pleine mille et j'arrive en face de la route. Il m'a vu, mais j'ai senti tout de suite que c'est moi. Et je ne me suis pas trompée. Il avait sa berline noire de luxe et il m'a regardé, je l'ai regardé. Mais j'ai essayé de le regarder sans lui montrer que j'insistais. Et je continuais ma route, il m'a vu. Et quand j'ai continué ma route, je lui donnais d'eau. J'arrive devant chez ma fille, je sonne pour savoir si elle est là, parce que je devais lui rendre un service. Qu'est-ce que je vois? Le gars, il a fait demi-tour, il s'est pointé devant la maison. Vous vous rendez compte? Il a sorti son portable et puis il me regardait. Et là, j'ai su tout de suite que c'était moi. tout à Mais ça fait. n'a pas loupé. Tout à Ça fait. n'a pas loupé. Tout à fait. Ce que vous expliquez, c'est bien ce sont naturellement des robots, et ils prennent leurs ordres toujours d'en haut et qui leur viennent par leur smartphone en général ou leur portable. Mais vous pourriez aussi nous expliquer le harcèlement, je dirais, de baignade dont vous avez été victime à peu près dans cette période-là. Parce que ce que vous nous racontez, ce sont des épisodes tantôt à la Martinique, tantôt à Paris. Mais quand vous êtes à la Martinique, vous allez vous baigner et vous avez de la compagnie. Voilà ce qui se passe. Eh bien, en 2019, j'ai commencé à voir, déjà, voilà, pour les baignades, c'est à Saint-Martin qu'ils me l'ont fait en premier. J'étais dans l'eau de mer, il y a un couple de blancs avec un gros pied d'appareil à photo qu'ils ont posé sur le sable. Tous les deux, ils sont fixés sur moi. Ils sont fixés. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pour qui ils font ces photos-là? Mais moi, je leur dans l'eau, mais en même temps, je sais que c'est pas normal. Donc, je fais tout pour essayer de dos. Mais ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait à la plage, il prenait son portable, il faisait semblant de se regarder, et puis il pointait le portable vers moi. J'ai eu ça ce matin. J'arrive en Martinique, pensant que je suis éloignée de cette scène criminelle à Saint-Martin. J'arrive en Martinique.
Je vais à la mer, je vois que les gens me photographient dans l'eau. Et ma fille est témoin. Ma fille est témoin. Donc, un jour, je suis aux Trois-Îlets. J'ai rendez-vous avec ma fille vers 5 heures, à côté de la plage. Je vois, déjà, j'ai tout de suite compris que c'était pour moi. J'arrive devant la plage, je vois un homme blanc, beaucoup de blancs me le font, hein, un homme blanc assis sur le rocher devant la plage. Ma fille était à côté avec son fils et il était vêtu d'un pantalon jean et d'un haut rouge, d'un polo rouge, avec des lunettes noires. Mais il est assis à côté de là où est ma fille. Donc, je viens, je le vois là, il est assis en face, je le vois en face. J'ai tout de suite compris que c'était moi, mais il regarde son portable, il ne me regarde pas. À un moment, ma fille me dit, maman, fais-moi une photo dans l'eau. Je vais lui faire une photo dans l'eau de mer. Et je lui dis, à mon tour, fais-moi une photo. Pendant que ma fille me fait une photo, le monsieur a réussi à me photographier devant tout le monde. Et ma fille le voit. Donc, j'étais dégoûtée. Le temps que je réagisse, il était déjà parti, mais je l'ai vu de dos. Ma fille a été un témoin vivant parce que personne ne me croyait. Il a Non, fallu qu'elle... Vous voyez? oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, le harcèlement est là, mais malheureusement, il va s'aggraver. Vous l'avez déjà noté avec les psychiatrisations abusives. Mais donc, déjà, ils ont circonvenu votre ex-mari pour en faire un instrument à leur dévotion. Malheureusement, ils feront la même chose avec un autre membre de votre famille Et je pense qui dirigeront contre vous. Et il y a même une psychiatre qui fait le tour de votre famille en disant que vous êtes cinglé, quoi. Donc, c'est quand même assez particulier. mon frère n'arrête pas de me répéter, de toutes les façons, tu es malade, tu as fait de la psychiatrie, il n'arrête pas de me regarde, toi, tu ne travailles même pas, voilà. Tout à fait. Mais je dis à mon frère, tu as une mission, quoi. Oui, Mais oui. je lui dis, Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait passer, Esther, s'il vous plaît, donc ça va s'aggraver, et alors de vers 2019-2020, alors là, on va en se rendre compte que vous êtes agressé par autre chose que par du théâtre de rue. les ondes. Donc, Oui, ça s'est produit en mai 2020. Les parents sont décédés. Avril, ma mère a décédé. Et comme quelques jours après, on a su que je vivais seule dans la maison. Donc, un rôdeur, la veille de là où j'ai pris les ondes, un rôdeur cette nuit-là, a fait du bruit violemment. Mais c'était bouillant et ça faisait peur. Minuit, 1 heure du matin. Mais ce rôdeur-là, il venait déjà souvent. Et le voisinage savait, ils étaient témoins. Mais moi, on me disait, ne sors pas pour ne pas te faire agresser, reste à la maison. Même si tu as peur, reste à l'extérieur. Et puis ce rôdeur, qu'est-ce qui a fait que j'ai compris qu'il a laissé des traces? Il y avait une pile de bouteilles derrière, à côté de la chambre où je dors, énorme, qui n'était pas partie. Des bouteilles de bière. Il a cogné, il voulait attraper le chat, je suppose, puisque c'est le chat qu'il voulait, parce que c'est avec le chat qu'ils ont travaillé contre moi. Quand il voulu attraper le chat, toutes les bouteilles sont tombées, brum, donc ça m'a réveillée de façon violente. J'entends ses pas. Et puis, il a pris le chat, effectivement, le chat qui hurlait de la mort. Je me suis dit, je vais me réveiller demain, le chat sera mort, ensanglanté. Ensanglanté. Je me réveille le matin, j'appelle l'association qui m'accompagne à ce moment-là avec tout ce harcèlement de rue. Et la dame me dit, attention, tu es dans une guerre spirituelle. Elle m'explique les problèmes. Et puis elle me dit, il faudra que tu portes plainte, puisque j'ai dit, mais porter plainte pour un rôdeur que je ne vois pas, on va dire que je délire, puisque on ne va pas me croire. Je ne l'ai pas fait. Le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le chat, le matin, je me lève, je vais dans ma chambre pour chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on m'envoie en premier? En premier, c'était le chat. Donc, du coup, elle m'a dit, avant que ça ne produise, elle m'a dit, va dormir, ne reste pas dormir à la maison ce soir, va chez une voisine, quelqu'un que tu connais bien, est-ce que tu as une famille tout près? Et c'est ma cousine Germaine qui est tout près, qui habite plus haut. Je lui ai dit oui, elle m'a dit, ne reste pas dormir ce soir à la maison, va chez elle.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai dormi chez ma cousine après cette histoire de rôdeur et du chat. Chez ma cousine, je me sentais aussi attaquée. Je ne sentais pas que les choses étaient bizarres à l'extérieur, quelque chose qui se produisait à l'extérieur, mais je ne pouvais pas leur expliquer. Je sentais qu'il y avait quelque chose, une armée derrière, dehors à l'extérieur. Ce jour-là, j'ai dormi chez elle et le matin, je suis redescendue à la maison, ouvrir la maison pour ouvrir les vêtements que j'avais lavés la veille, qui étaient dans la machine. Quand je vais ouvrir les vêtements, le chat qui était à quelques mètres de moi, le chat m'envoie une onde énorme sur tout mon corps. Tout mon corps était inondé, le chat qui m'a envoyé ça. Ça m'a fait peur. Je vais dans la chambre chercher des vêtements pour retourner chez ma cousine et elle m'accompagne cette fois-ci. Elle me dit, je vais t'accompagner. Puisqu'elle a vu, c'était une terreur. Moi, je vivais dans la terreur à ce moment-là. Il fallait quelqu'un avec moi, même si j'avais peur. Elle est descendue dans la chambre chercher des vêtements. Quand je rentre dans la chambre où je dormais, je reçois un jet dans l'oreille, une pression électrique forte. Et à chaque fois que j'approche, eh bien, je me suis je reculais. Et quand je reculais, je pouvais éviter la chose. Je retournais à nouveau à chercher les vêtements. Le deuxième jet, ma cousine, elle me dit, mais je lui dis, je reçois des choses graves dans l'oreille, puissantes, qui font mal en plus. L'oreille droite. Elle me dit, elle rentre, elle me dit, mais je sens rien, moi. Elle n'avait rien. Et puis, effectivement, elle a pris les vêtements pour moi. Je ne pouvais pas rentrer dans la chambre. C'est moi l'attaquer. Je monte au-dessus de la maison de ma sœur, qui a été construite, qui est presque terminée. Mais comme il y avait les fils électriques qui n'étaient pas finis, donc les fils pendaient, il n'y avait pas d'ampoule. Ce même jour encore, après l'oreille, je reçois dans l'œil la pression de fils électriques dans l'œil. Mais j'ai eu le temps d'esquisser mes yeux, donc j'ai eu 2 plaies. Ils me mettaient la même chose qu'ils m'ont mis dans l'oreille, on me mettait dans les yeux. C'était grave. Donc, comme il y avait un témoin, ce témoin, il est mort aujourd'hui. Il y avait un témoin, quand il a vu ça, je lui dis, écoute, mais il a vu que j'avais des traces. Je suis remontée chez ma cousine, ils ont vu que j'avais des traces sur moi. Les yeux, j'ai failli perdre mon œil gauche. Et j'ai dormi chez la cousine ce soir-là, à nouveau. J'allais dormir chez elle à nouveau. Pendant qu'on regardait la télé avant d'aller au lit, le plus grave est arrivé. Je suis assise devant sa télé avec ma cousine, elle est à côté de moi. Je sens que mon corps, je suis assise sur le canapé, mes fesses se soulèvent. Mon corps se soulève. Je lui dis, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien, tu sais. Mais elle ne réagit pas tellement. Je ne me sens pas bien, je lui dis. Et je me lève. Et bien, quand je me suis levée, la force m'a soulevée, énorme. Elle m'a fait tomber sur le flanc gauche, blanc et du carreau. Ça fait mal. Ma dent a été fêlée. J'ai eu tout l'arcade sourcilière fendue. Jamais j'ai eu des problèmes dans ma vie. Jamais. Eh bien, je pissais le sang. J'ai hurlé. Oui, là, je peux dire j'ai déliré. Mais je n'ai pas déliré parce que je suis folle. Je n'ai pas déliré parce que je perdais la tête. J'ai déliré parce que je savais qu'il y avait une armée qui était contre moi. Des gens organisés qui me faisaient du mal dans l'ombre. Mais je ne savais pas d'où ça venait. Je ne les voyais pas. C'est ça, on peut s'arrêter une seconde ici. Évidemment que vos chers voisins sont intimement liés à tout ça. Mais je demande à l'auditeur de ne pas bondir en disant enfin, c'est pas possible, la lévitation, puis on la flanque par terre. Une fois de plus, le cartésianisme ne consiste pas à éliminer le revers de main, ce qu'on ne comprend pas au jour d'aujourd'hui avec la science qui est mise entre nos mains. Ces gens-là utilisent une science qui est quand même bien, bien en avance. Donc, que nos auditeurs ne balayent pas votre témoignage d'un revers de main, c'est un peu trop facile. Est-ce que vous pouvez également nous dire que, bon, ces agressions, c'est chez vous, c'est chez votre cousine, mais vous en avez eu également à Paris. Rapidement, donc, les expliquer? Eh bien, quand je suis arrivée à Paris, mais c'est pour ça que j'ai compris que j'étais suivie. Quand j'ai pris l'avion pour retourner à Paris en 2020, août 2020,
Déjà, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un homme blanc qui me guettait pour savoir si j'étais embarquée. Et il avait sa fille, il avait une petite fille. J'ai tout de suite compris quand j'étais à l'embarquement, je l'ai vu, soi-disant qu'il attendait pour embarquer. Dès qu'il m'a vu arriver, il est reparti. Donc, j'ai ça. Et puis, on a annoncé mon nom par. On a fait croire que, bon, j'étais en retard. On a annoncé mon nom parmi des listes des gens qu'ils attendaient, soi-disant. Je me suis dit, ça y est, s'ils annoncent mon nom au micro, on saura que je pars en métropole. Et puis, effectivement, j'ai pris l'avion. J'arrive chez ma fille. Ça commence. Les problèmes commencent. Dans la chambre où je dors avec ma fille, je suis attaquée. Je suis attaquée dans les mains. On me fait rentrer des choses dans la main. On me fait rentrer plein sous le corps, mais plutôt dans la main. À chaque fois, les mains. Et puis un jour, là où ils ont réussi à aller plus loin, mon amie, ma meilleure amie, c'est ma souffrance depuis des années, ce harcèlement. Elle m'a dit, je paye une semaine de vacances. Esther, je t'emmène. C'est pour toi. Je pars en Vendée. Elle a loué un mobil-home, une maison mobile. Dans la maison mobile, ils avaient préparé pour moi. J'étais attaquée de plein fouet, en pleine nuit. En plein, là où il y a mes seins, mon tété gauche. Là. Pendant qu'ils sont, mais je pense qu'ils sont dans le ciel à faire ça. Et j'ai su, ils mettent un numéro à chaque fois. Et ce numéro-là, quand ils le mettent, je sais que c'est pour moi. Ils me montrent par le numéro qui correspond à ma date de naissance, mon jour de naissance. Ils m'annoncent. Et ce jour-là, quand on partait en Vendée, je vois un tracteur, parce qu'on ne trouvait pas le lieu pour aller au Bilhomme. Je vois un tracteur, mais je ne dis pas à ma copine, mais je le sais déjà, qui est marqué le numéro de mon chiffre de naissance. Le tracteur était là, et puis, comme on a demandé à ces personnes, on est égaré, est-ce que vous pouvez nous indiquer? Ils sortent avec des tenues militaires. Et dans une petite cage, il y avait des ordinateurs. Ça m'a rappelé que quand j'étais attaquée en pleine nuit dans le mobil-home, ça venait de là. Absolument. On s'arrête ici aussi. Vous avez été attaqué à Paris, et bon, c'était une attaque de drone. Enfin, les drones à Paris. Mais je pense qu'ils m'ont mis. Vous savez, docteur, ils ont essayé de mettre du. Pourquoi ça m'a fait tac dans l'oreille? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à distance qui a su pénétrer dans mon oreille. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand je parle, dans ma voix, ça fait effet micro. Sur le côté droit, là où il y a l'oreille qui a été attaquée, etc. Ça fait comme radiofréquence, effet micro dans ma bouche. D'accord. Mais ici, donc, vous avez été prise dans les raies au ministère de l'Intérieur, je le répète encore, essentiellement un réseau maçonnique, avec des ramifications à gauche, à droite. Et quand vous êtes en métropole, on voit bien que ce sont les militaires qui prennent le relais. Ah, je ne t'ai pas donné ce détail du militaire. Effectivement. Oui, parce que oui, on répète encore une fois que les militaires qui se livrent à des attaques sur les civils, d'abord sont des crapules, des gens qui déshonorent l'armée, et qu'ils mériteraient, je pense, le peloton d'exécution dans le meilleur des cas. On le leur rappelle parce que je pense qu'il y en a qui s'imaginent qu'obéir aux ordres, c'est quelque chose d'obligatoire pour un militaire. Un militaire doit savoir qu'il doit désobéir à un ordre qui contrevient à l'honneur militaire et accessoirement aux conventions de Genève, qu'on le leur rappelle. J'ai dit, mais pourquoi ces gens-là sont là pour nous protéger et c'est eux qui vont me faire du mal? Tout à fait. Pour quelque chose. Ils n'étaient pas présents quand il s'est passé des problèmes au travail? Ils vont accepter? Non. Eh bien, vous voyez comment j'ai su que c'était. Parce qu'ils me montrent, ils sont habillés toujours avec une tenue militaire. Donc, on veut me montrer que c'est militaire. C'est là que j'ai compris que c'est militaire. Pourquoi? J'ai atterri chez ma fille. Un jour, je suis avec mon amie. Elle est témoin, mon amie, celle-là aussi, qui m'a vue en Vendée. On m'a essayé de me pénétrer quelque chose là, côté gauche. Le drone, vous savez, on a mis un drone sur la fenêtre de ma fille pendant que j'étais assise sur son canapé avec ma copine. On m'a photographié. On a mis le drone.
sur sa fenêtre, dans sa maison, pour me photographier. Et donc, je regarde par la fenêtre, on regarde tous par la fenêtre, on voit un gars, deux blancs, ils sont habillés, il y en a un qui avait une tenue militaire, le bleu bas. Ils avaient un ordinateur à la main. Donc, c'est qu'ils avaient mission de faire ça. C'est vrai. Mais Et c'est à peut-être partir que, de oui, peut-être que si on les envoyait en Ukraine, dans un aller simple, ça leur ferait regretter ce qu'ils ont fait à Paris, peut-être. Eh bien, voilà ce qui m'est arrivé. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à me suivre à la trace, à la trace, à la trace. Et je Mhm. suppose, comme vous dites, ils doivent manipuler les médecins, manipuler les psychiatres pour que moi, je n'ai rien, Bien entendu. pour les influencer contre moi. Eh bien, C'est ces ça. médecins, ces psychiatres, je Ça leur dis montre, encore une oui, fois, oui, ça montre quand même que c'est une organisation à la fois militaire, à la fois civile, à la fois médicale, qui ne peut être réalisée qu'au tout sommet de l'État. Et mais, bon, évidemment, le président Macron premier ne peut pas ignorer ce qui se passe. Je pense même qu'il doit être en bonne partie l'organisateur. Malheureusement, Esther, pas possible. on va devoir s'arrêter là pour le format que je vous ai dit. On sera peut-être amené à faire une repasse, ça sera avec plaisir. En tout cas, on se tient au courant et une fois de plus, je vous remercie de votre courage et de témoigner pour vous et pour les autres. C'est pour les autres aussi, pour moi, mais pour les autres aussi, parce que c'est pas normal. Je n'ai rien fait, ni à M. Macron, ni à personne, ni à la police, ni à la gendarmerie, ni aux militaires. Ils sont là pour défendre ceux qui sont opprimés, pas le contraire. Moi, le ministère de l'Intérieur, je le sers avec honneur. Je l'ai servi avec honneur. Alors, je trouve ça dégueulasse. Je comprends pourquoi quand j'écris, personne ne me répond. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur, je lui ai parlé de ça. Il ne m'a pas répondu. On s'en occupera plus tard, Esther, ne vous en faites pas. Je- D'accord, merci, docteur. Eh bien, vous bon, voyez, maintenant, je peux plus. Alors, maintenant, euh, euh, j'ai mon avocat qui me demande de faire prouver médicalement que je ne suis pas inapte à toute fonction, parce que c'est ce qu'ils ont mis sur mon dossier. Alors, vous vous rendez compte que si je vais aller consulter un médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vouloir le faire. Il va dire le contraire. perdez pas histoire dans ce combat. Le dernier mot n'est pas encore acquis. Je ne suis pas ici pour faire de la télé-réalité, et donc on va s'arrêter là. Tout le monde a bien perçu votre désarroi. Et une fois encore, je vous remercie et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il se passe à la Martinique des choses qui laissent présager qu'ils vont passer des actes délibérés sur des personnes à des groupes de personnes. Une fois encore, Esther, merci et ne perdez pas courage. Eh bien, je vous remercie, docteur. À Et à bientôt. bientôt. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt.